Donc nous reprenons Daf Mem Gimel Amud Bet. Je vais vous mettre, on est resté au milieu d'un sujet, donc je vais rappeler par cœur le sujet qui nous occupe depuis la semaine dernière. Nous avons vu l'enseignement de Rabbi Yitzhak, qui est un Amora d'Eretz Israël, qui dit que on n'a pas le droit de déplacer le Shabbat, un objet qui n'est pas muktzé, qu'on a donc droit en soi de déplacer, mais on n'a pas le droit de le déplacer si c'est pour servir à quelque chose qui est muktzé. On ne peut déplacer un objet que si c'est au service de quelque chose qui n'est pas muktzé, comme par exemple une assiette pour mettre dessus des fruits ou un plat que l'on veut manger, là c'est permis. Mais l'exemple qui était interdit, par exemple, c'est s'il y a un œuf qui vient d'être pondu par une poule et qui à ce titre est muktzé, on n'a pas le droit de déplacer, par exemple, une cloche pour la poser sur l'œuf pour la protéger, parce que là, on a déplacé une cloche qui n'est pas muktzé, mais pour protéger un œuf qui est muktzé. Ça, c'était le principe sur lequel on s'est penché. Et donc, la Gemara a passé au crible ce principe en le confrontant à toutes sortes de textes analytiques qui semblaient dire le contraire. Et le dernier texte sur lequel nous nous sommes penchés était une braïta qui parlait d'une ruche et qui disait que on a le droit de tendre une bâche au-dessus d'une ruche pour la protéger du soleil en été, de la pluie en hiver, de la protéger, à condition qu'on s'arrange quand même à ne pas faire en sorte que les abeilles ne puissent plus sortir et qu'elles soient capturées, parce que là on tomberait dans un problème de tzeda. Voilà ce que disait la Braïta. Et alors la question était, mais les abeilles, on veut protéger les abeilles c'est muktzé. Et malgré tout, on a permis de déplacer la bâche. Alors la Gemara a répondu, non, c'est pas les abeilles qu'on veut protéger, parce que si c'était les abeilles qu'on voulait protéger, on n'aurait pas le droit, d'après Rabbi Yitzhak. Mais c'est le miel qui est dedans, et qui n'est pas muktzé, parce qu'il est déjà apte à être mangé avant Shabbat. La Gemara a dit, ça va bien pour l'été, parce qu'en été, il y a du miel dans les ruches, mais en hiver, il n'y a pas de miel dans les ruches. Donc comment ta réponse va tenir? La Gemara dit, si, en hiver, il y a toujours 2 pains de miel qui sont maintenus dans la ruche, exprès par l'apiculteur, parce qu'elle va servir à nourrir les abeilles pendant tout l'hiver. Quand elles sont en hibernation, elles ne produisent pas de miel. Et de quoi elles vont se nourrir alors, si ce n'est le miel qu'elles ont produit en été? Donc il y a du miel à protéger. La Gemara dit, oui, mais ce miel, dans la mesure où il est réservé aux abeilles, il est muktzé. On n'a rien gagné. Donc ça devrait être interdit pour Rabbi Yitzhak. Alors on a dit, on parle d'un cas particulier. La Braïta, quand elle autorise, c'est lorsque l'apiculteur s'est rendu compte qu'il aurait besoin exceptionnellement de ces pains de miel pour les offrir à des invités inopinés. Et donc, il a pensé avant Shabbat à les utiliser pour un usage personnel, et donc il a retiré le caractère de muktzé. Et à ce stade-là, on avait donc résolu le problème, Rabbi Yitzhak en était sorti. Et c'est là que nous allons reprendre l'étude dans la Gemara même. On va remonter un peu quelques lignes, on va reprendre Mani. Donc on va remonter par rapport au tableau, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et si on regarde par rapport au haut de la page, on va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. À la 8e ligne à partir du haut, la Gemara avait posé la question Mani. Cette braïta, qui en est l'auteur? Parce la Gemara elle va se retrouver dans une situation où tout ce qu'on a dit ne fonctionne pas, parce qu'on a le choix entre 2 auteurs, c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et chaque fois on va être confronté à une impossibilité. Rabbi Shimon, si tu me dis que la Baraïta va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon l'est muktzé, mais Rabbi Shimon, lui, il ne tient pas l'interdit de muktzé.
tout au moins, en fait, on a expliqué que quand on dit qu'il ne le tient pas, c'est un peu exagéré, puisque nous, notre halakha, elle est comme Rabbi Shimon, en gros, et pourtant, nous, on a quand même un peu de Mouktsé. Alors, on va dire, l'Ekle Mouktsé, il n'a pas une définition aussi stricte que Rabbi Yehuda dans Mouktsé. Alors là, je vous propose de voir maintenant le commentaire de Rashi, que nous avions déjà vu. Rabbi Shimon, Amar, alors il vaut mieux lire, il y a une correction, Rabbi Shimon Amara, si c'est Rabbi Shimon qui a dit cette braïta, Lamali le ukme beshechishev. C'était pas la peine, dans la réponse qu'on a donnée, quand on a posé la question, mais ces 2 chalotes là, ces 2 pains de miel en hiver, ils sont réservés aux abeilles, donc ils sont mouktsés. C'était pas la peine de répondre, on parle d'un cas où il a pensé les utiliser pour lui, puisque pour Rabbi Shimon, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire, même s'il les a réservés pour l'usage de ses abeilles, il a parfaitement la possibilité de les récupérer pour lui, et c'est pas mouktsé. Voilà comment Rashi a expliqué la question en disant donc, pourquoi tu m'as répondu comme ça si tu penses que la braïta c'est comme Rabbi Shimon. Sous-entendu, donc c'est certainement que tu penses que la braïta va comme Rabbi Yehuda, mais le problème c'est que ça ne va pas aller comme Rabbi Yehuda non plus, et donc on va se retrouver dans l'embarras. Mais à ce stade-là, vous avez vu que sur Rashi, il y a un petit rond qui renvoie au Guillon Hachas. Et donc nous allons étudier le commentaire de Rabbi Akiva Eiger sur ce Rashi. Le Ukme, placé, situé. En hébreu, c'est le Ha'amid. Situer la braïta dans tel ou tel cas. Alors vous avez le Guillon Hachas. Rashi, Dibur Amatril, Rabbi Shimon, Lamali le Ukme que Shechishev. Si tu dis que c'est Rabbi Shimon, tu n'avais pas besoin de placer la braïta dans le cas où il a pensé utiliser ces 2 pains. Mashma, il découle de cela, il ressort de ce Rashi, de Mikol Makom, Tzrichim le Shinouya, de Ikash Techalot. Que même si on va d'après Rabbi Shimon, Mikol Makom, malgré tout, Tzrichim, on a quand même besoin, le Shinouya de la réponse, de Ikash Techalot, qui consistait à dire qu'il y a 2 chalot. J'explique la déduction de Rabbi Akiva Eiger. On aurait pu penser que si on se place d'après Rabbi Shimon, qui ne tient pas Mouktsé, tout le din de Rabbi Yitzhak tombe à l'eau. Ce din de Rabbi Yitzhak est quand même une règle hyper stricte, hyper sévère dans Mouktsé, de dire que quelque chose qui est Mouktsé, non seulement on n'a pas le droit de le déplacer, mais on n'a pas le droit de déplacer quelque chose qui n'est pas Mouktsé à son service. C'est vraiment aller loin dans les lois de Mouktsé. Logiquement, Rabbi Shimon, qui l'Ekle Mouktsé, il ne peut pas accepter cette règle. Donc logiquement, on aurait pensé que quand Rabbi Yitzhak nous dit cela, c'est parce que lui, il va dans l'optique de Rabbi Yehuda. Mais dans ce cas-là, Rashi n'aurait pas dû dire, quand la Gemara elle dit si c'est Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, l'Ekle Mouktsé, Rashi aurait pu dire, et donc, on n'avait même pas besoin de parler des 2 chalot. On n'avait même pas besoin de rentrer dans l'histoire des 2 chalot, parce que la question pour Rabbi Shimon ne se pose pas, parce que Rabbi Shimon, Rabbi Yitzhak ne parle pas d'après Rabbi Shimon. Et Rashi ne dit pas qu'on n'a pas besoin de la réponse des 2 chalot, il dit on avait besoin de la réponse des 2 chalot, mais on n'avait pas besoin de dire Shechishev. Donc ça veut dire que jusqu'au moment où Shechishev, toute la dialectique qu'on a eue dans la Gemara, elle est valable même pour Rabbi Shimon. Comment ça se fait? Alors sans doute, c'est ce que dit Rabbi Akiva Eiger. Donc je reprends encore. Mashma, il ressort de ce Rashi, de Mikol Makom, que malgré tout, sous-entendu malgré le fait qu'on aille d'après Rabbi Shimon de l'Ekle Mouktsé, Tzrichim le Shinouya de Ikash Techalot. On a quand même besoin de la réponse donnée précédemment qu'on parle d'un cas où il y a 2 chalot, de suivre le Rashi, parce que Rashi pense. Alors là, le lachon doit être corrigé. D'après
les corrections que j'ai, heureusement que c'est corrigé parce que sinon on ne comprend rien. Donc de surler le Rashi de Haïnou à Filou le Rabbi Shimon, de Meke Bemukhtse. C'est-à-dire que Rashi pense que ce qu'a dit Rabbi Yitzhak doit se comprendre même aussi d'après l'opinion de Rabbi Shimon, bien que celui-ci soit plus coulant dans Mukhtse. Donc on voit de ce Rashi que Rashi pense que Rabbi Yitzhak, quand il a dit En davar nital, elle a le tzorech davar nital, c'est même d'après Rabbi Shimon. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la réponse de Chalot, et la seule chose qu'on n'aura pas besoin, c'est de dire B'Shechisher. Ve'ulam, donc on reprend dans le Guyon Hachas, 3 lignes en dessous, Ve'ulam, mais par contre, Rashi Bebetza, puisqu'on a vu que ce texte que nous faisons dans Shabbat a son parallèle dans Betza. Donc il y a aussi le commentaire de Rashi là-bas sur les mêmes mots. Rashi Bebetza Katav Behemet de Pirchat Hachas. Rashi dans Betza écrit en vérité que la question de la Gemara, à ce stade-là, quand on dit Rabbi Shimon letle muktzeh, de le Rabbi Shimon, lo tzarich klal le taretz de ikash techalot. Donc il y a une divergence entre le Rashi de Betza et le Rashi de Shabbat. Là-bas, Rashi dit que si on va d'après Rabbi Shimon, on n'a même pas besoin de répondre qu'on parle de deux Chalot, parce qu'on peut dire Rabbi Yitzhak qui ne va pas d'après Rabbi Shimon, il va que d'après Rabbi Yehuda. Me voir, il ressort, il est clair, de suraler le Rashi Sham, qu'on voit bien que Rashi là-bas pense que le Rabbi Shimon, les Kaledina de Rabbi Yitzhak, que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas ce din de Rabbi Yitzhak. Veut divrei Rashi Eilu, ou les divrei Rashi Eilu, Kavana Tareza, Perek Mi Sheirshir. Et c'est à ce Rashi-là, dans Betza, que pense le Rosar, Rabbi Zerachia Halevi, c'est l'auteur du Balamaor, le Balamaor Akatav, dans le Perek Mi Sheirshir, chez Katav de Rabbi Yitzhak, ou Rak le Rabbi Yehuda. La position du Balamaor, c'est que le Rabbi Yitzhak, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas déplacer un objet si ce n'est au service de quelque chose qui n'est pas muktzeh, c'est seulement pour Rabbi Yehuda. Le Katav Allah, c'est Ken Katav Rashi. Et il dit que c'est ce que Rashi a dit. C'est pas ce que Rashi dit chez nous, mais c'est ce que Rashi dit là-bas. Donc ce qui est intéressant, donc il n'y a pas de problème, c'est juste une remarque intéressante qui ressort de ce Rabbi Akiva Eiger, c'est que d'abord on pouvait se poser la question si Rabbi Yitzhak, quand il donne son halakha, il va seulement pour Rabbi Yehuda ou même pour Rabbi Shimon. Et on se rend compte qu'il y a deux avis. Le Balamaor pense que c'est seulement pour Rabbi Yehuda, mais pas pour Rabbi Shimon. Rashi chez nous pense le contraire, mais Rashi dans Betza dit comme le Balamaor. Maintenant, si vous me posez la question, mais comment c'est possible que Rashi dit une fois une chose et une autre fois son contraire, ça c'est pas du tout un problème en termes de méthodologie. Nous savons résoudre ces genres de questions dans le sens que quand Rashi fait cela, c'est qu'il a un doute. Et donc puisque Rashi a toujours une contrainte de concision, plutôt que de dire l'ishnar, l'arina, etc., il utilise le fait qu'il y a deux gemarot parallèles. Une fois il explique comme ça, une fois il explique comme ça, et on comprend que ça veut dire que pour lui les deux voies sont respectables et qu'il ne veut pas trancher. Tout simplement. Et c'est ce qui ressort aussi de Rabbi Akiva Eiger, qui ne soulève absolument pas de contradiction, mais qui dit, c'est ce Rashi-là. Ici Rashi dit comme ça, mais là-bas il dit comme ça, et le Balamaor il pensait à ce Rashi-là. Là, c'était juste une remarque intéressante, de savoir est-ce que Rabbi Yitzhak va comme Rabbi Shimon ou pas. Il est plus sévère pour Yom Tov ou pour Yom Tov, on n'est pas plus sévère en Muktzeh, non? Pourquoi vous parlez de Yom Tov? On parle de Shabbat ici. Non, mais vous dites que dans Betza, il est plus... Non, mais dans Betza, on rapporte la Gemara, la Braïta qui parle de Shabbat en toutes lettres. On parle de Shabbat écrit en toutes lettres de Shabbat. Exactement le même... La Gemara, en tout cas, qu'on parle. C'est-à-dire que Rabbi Yitzhak son dîme, il le dit dans Shabbat et dans Yom Tov. Donc la Gemara dans Betza, elle passe de l'un à l'autre. Et nous aussi, on passe de l'un à l'autre ici. En fait, c'est la position de Rabbi Shimon qui reste floue. Oui, c'est ça.
C'est ça, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il va. Voilà. Il est plus coulant. Donc, quand vous dites vous êtes plus coulant, mais jusqu'où et par rapport à quoi, évidemment. C'est ça, tout à fait. Ça, c'était le premier point. Donc, on revient maintenant à la Gemara. Donc, on a dit, donc, si c'est Rabbi Shimon, c'était pas la peine de faire tout ce que tu as fait. Donc, sous-entendu, tu penses que la Braïta ne va pas comme Rabbi Shimon. Alors quoi? Il Rabbi Yehuda. Alors, tu penses que la Braïta, elle va comme Rabbi Yehuda. Mais si c'est comme Rabbi Yehuda, kilomit kaven, Mayave. Mais si la Braïta avait bien dit, à condition qu'il n'ait pas l'intention, quand il tend sa bâche, de capturer les abeilles. Qu'il laisse entendre que s'il n'a pas l'intention de le faire, mais qu'il le fait quand même, sans intention, ce serait permis. Mais si c'est comme Rabbi Yehuda, même s'il n'a pas la kavana, qu'il omit kaven, quand il n'a pas de kavana, quand il n'a pas l'intention de les capturer, mais qu'il les capture, Mayave, qu'est-ce que ça change? Hadavar shel mit kaven asur. Pourtant, nous savons que Rabbi Yehuda pense que lorsque l'on fait un acte permis qui entraîne un acte interdit, même si on n'a pas l'intention de faire cet acte interdit, ben c'est interdit. Contrairement à Rabbi Shimon qui pense que c'est permis. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Alors donc tu es incohérent. Voilà la question de la Gemara. Là, je m'arrête. Là encore, j'ai un commentaire à faire. En fait, c'est les Rishonim qui font ce commentaire. La Gemara dit, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda parce que, selon Rabbi Yehuda, même sans Kavana, ce sera assourd. Sous-entendu, par contre, si ça allait, comme Rabbi Shimon, ça aurait pu être. Donc la Braïta, apparemment, elle va comme Rabbi Shimon. Mais simplement, si c'est comme Rabbi Shimon, alors pourquoi tu as eu besoin de parler des deux chalotes ou bien de dire qu'on a Shechichev Aleh? En tout cas, la Gemara laisse entendre que du point de vue de ce qu'elle dit, qu'il ne faut pas avoir la kavana de capturer les abeilles, il ne faut pas avoir l'intention de capturer les abeilles, la Braïta peut parfaitement aller comme Rabbi Shimon, qui pense que d'avoir chez le mitkaven, moutar. Là, les Rishonim, c'est-à-dire Tosfot dans Betsa, et le Ritva ici, ils disent, mais comment comprendre la Gemara qui laisse entendre que d'après Rabbi Shimon, la Braïta pourrait convenir? Mais même s'il n'a pas la kavana, Rabbi Shimon aussi dira que c'est assour ici. Pourquoi? Parce que c'est psychréché. On l'a dit déjà la semaine dernière que le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en Davar She'eino Mitkaven, c'est seulement si la conséquence interdite, l'acte interdit qui est conséquence de l'acte permis, est aléatoire, elle n'est pas certaine. Mais si c'est absolument sûr que ça va se faire, et apparemment c'est le cas ici, quand il met la bâche sur la ruche, ben les abeilles sont prises au piège. Donc c'est un psychrécha. Donc si c'est un psychrécha, même comme Rabbi Shimon, ça ne peut pas aller. Pourquoi la Gemara dit, si c'est comme Rabbi Yehuda, alors lui il pense que c'est assour, mais Rabbi Shimon aussi pensera ici que c'est assour, puisque c'est un psychréché. Voilà la question qui est soulevée par Tosfot et le Ritva. Alors ça va être leur réponse. Page toute, c'était un psychréché. Alors leur réponse est, le Tosfot et le Ritva répondent de la même façon, on parle ici, que la Gemara a compris que même s'il met sa bâche, en principe il restera toujours un petit peu des failles, et qu'il y aura toujours une possibilité pour quelques abeilles de s'en sortir. Alors, il y a juste une formulation un peu différente entre les uns et les autres. D'après Tosfot, il dit qu'ils pourront s'en sortir à l'idée adrak. Il y a une possibilité de s'en sortir difficilement, même si majoritairement, dans la majeure partie des abeilles et des cas, ils vont se faire attraper. Mais étant donné que pour chaque abeille, il n'y a pas de certitude qu'elle va se faire attraper, même si elle se fait attraper, pour Rabbi Shimon c'est permis, puisque ce n'est pas un psychréché. Psychréché, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait 100% de certitude. Vous avez 99,5% de certitude et 0,5% d'aléa, ça ne s'appelle plus un psychréché. Donc ça sera ça la réponse. C'est pour ça que la Gemara elle dit, pour Rabbi Shimon, on pourrait comprendre effectivement que ce soit permis, parce que même s'il s'est mis sa bâche, il reste toujours un petit trou. Mais pour Rabbi Yehuda, ce petit trou, il ne sert à rien, parce que d'abord, chez Kaven assour. Le Ramban, il va encore beaucoup plus loin. Il dit que pour Rabbi Shimon, on pourrait placer la Braïta comme Rabbi Shimon, on dira que lui, il mettra sa bâche, on sous-entendra que lorsque la Gemara dit qu'il ne faut pas qu'il ait l'intention de mettre sa bâche,
C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il mette sa bâche de manière à ce qu'il y ait un 100% de certitude de capture, mais lui, il va mettre les bâches de telle manière que il y a une possibilité qu'elles prennent la fuite. Et si elles prennent la fuite, elles prendront la fuite. Si elles sont capturées, elles sont capturées. C'est-à-dire, il ne rentre même pas dans l'histoire du Rov et du Déatrak. Il y a un aléa. Lui, il a mis de telle manière qu'il y a une possibilité qu'elles s'en sortent. Si elles s'en sortent, elles s'en sortent. Si elles ne s'en sortent pas, elles ne s'en sortent pas. Donc, ça s'appelle d'avoir chez Nomit Keven et Semouta. En d'autres termes, c'est pratiquement la même réponse. C'est vrai que les abeilles vont être captives. Oui. Mais si elles ne sont pas capturées au sens où j'ai l'intention d'en faire une capture, est-ce que c'est bien le Sédar? Est-ce que le Sédar... C'est ça, d'avoir chez Nomit Keven. C'est ça, Psychrécha. Toutes les melachot. C'est un fait objectif. Toutes les melachot, c'est comme ça. Absolument. Toutes les melachot, c'est comme ça. Il y a l'acte, il y a la formalité de l'acte. Maintenant, je n'ai pas une intention de le faire, mais c'est pas grave. Alors maintenant, il y a deux cas de psychrécha, quand on rentre dans le détail. Il y a le psychrécha de Nichale et le psychrécha de l'Onichale. Moi, j'ai pas du tout visé cela. Mais maintenant que ça a été fait, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas? C'est encore une autre problématique. Mais de toute façon, ça sera un psychréché. Alors, on revient à la Gemara. Donc tout ça, c'était des points que je n'avais pas eu le temps de traiter la dernière fois. Donc c'est pour ça qu'on fait deux lectures, une première lecture superficielle et une deuxième lecture un peu plus approfondie. La Gemara a répondu « Les Olam Rabbi Yehuda ». Donc finalement, parce qu'on était bloqué là, si c'est Rabbi Shimon, ça ne va pas, si c'est Rabbi Yehuda, ça ne va pas non plus, alors comment on s'en sort? C'est ou l'un ou l'autre, il n'y a pas 36. Ou bien on pense c'est binaire là, ou on pense que c'est Rabbi Shimon ou c'est Rabbi Yehuda, il n'y a pas 36 solutions. Alors, réponse, c'est Rabbi Yehuda. Le Olam Rabbi Yehuda, ce qui explique qu'on ait eu besoin de répondre que B'Shechishev Alehem. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire qu'il dit qu'il ne faut pas être Kavana, qu'il faut pas qu'il ait la Kavana, sous-entendu, s'il n'y a pas de Kavana, c'est bien, mais pourtant, pour lui, même s'il n'y a pas de Kavana, c'est Assour. Réponse, Maï ou Vilvad Sheloïd Kaven Latsoud. Comment faut-il comprendre la phrase de la Baraïta qui dit « c'est autorisé de mettre la bâche, mais à condition qu'il n'ait pas l'intention de capturer les abeilles » Chez Loyasena Kimtsuda, ça veut dire il ne faut pas qu'il fasse exprès, on va traduire Yitkaven par faire exprès, qu'il fasse exprès de faire de cette bâche un piège. C'est-à-dire qu'au moment où il installe sa bâche, il ne faut pas qu'il vise à faire un piège et à attraper les abeilles avec ce piège. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il doit faire? De l'ishbok le'u ravcha. Il faut qu'il s'arrange à laisser un espace qui est ri de lo litatzdu mimela pour éviter que les abeilles ne soient capturées automatiquement. Automatiquement, sous-entendu bien qu'il ne l'ait pas voulu, bien que soit pas, mais le fait est qu'elles seront objectivement capturées, donc ça, il ne faut pas qu'il fasse. Donc l'idée n'est pas de dire, attention, il ne faut pas qu'il y ait de kavana, du moment qu'il n'y a pas de kavana, c'est permis, c'est pas ça. C'est l'idée de dire, il faut faire qu'il fasse bien attention au moment où il met sa bâche, de laisser un bel espace, et c'est-à-dire qu'il faudra que toutes les abeilles aient la capacité de sortir finalement. Et il ne faut pas qu'il y ait une possibilité qu'elles soient capturées. Il faut qu'il laisse des fenêtres suffisamment ouvertes pour que toutes les abeilles puissent s'échapper. Et donc on ne sera pas dans un problème d'avoir chez Nomit Keven. Parce que s'il n'y en a qu'une qui est prisonnière, c'est fichu. C'est déjà assourd. Eh ben oui. Il n'y a pas une histoire que c'est l'abeille mère les abeilles suivent l'abeille mère. Et si c'est elle s'échappe, les autres s'échappent. Non, je ne me connais pas, mais je pense que chacun pour soi, à un moment donné. Alors, Tosfot. Il y a un Rashi. Exact. Alors, le Rashi, on ne l'avait même pas fait en plus. Shelo Yasena Kimtsuda. Il ne faut pas qu'il en fasse un piège. Ça veut dire quoi? Shelo Yochasena Kula. Voilà. Il ne faut pas qu'il la couvre intégralement, la ruche.
Et là, de Nishbok Ravcha, il faut qu'il laisse un espace chez Yuchlu Latzet, de manière à ce que toutes les abeilles, sous-entendu, puissent sortir. Qui écrit de l'olitatzdu behai kisui mimeila, de manière à éviter que les abeilles ne soient capturées par ce couvercle, par cette couverture automatiquement. Automatiquement, ça veut dire quoi? Va falkav de l'homme chaven le metzad, bien que il n'ait pas la kavana de les capturer, c'est quand même assourd. Donc Rachir explique que ce mimeila, ça veut dire il ne faut pas justement que ce soit une capture qui se fasse, même si elle se fasse mimeila sans kavana, puisqu'on va l'apprendre à Yuda, qui pense qu'un acte fait sans kavana est quand même assourd. Alors voyons maintenant sur ce même sujet, sur cette même phrase, Shelo Yasena ke el Metsuda. Donc nous on a Yasenu, mais c'est Yasena, puisqu'on parle de la kaveret au féminin. Il y a un commentaire de Tosfot aussi dessus. Ve'im Toma. Tosfot pose la question suivante. Maïka Mashmalan. Mais qu'est-ce que, dans ces conditions, si vous avez entendu, à partir du moment où on a expliqué la Braïta comme on vient de le faire, mais qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, Maïka Mashmalan? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Pshita. Mais c'est évident. Il y a vite que s'il fait de cette bâche un piège hermétique, des assours, que c'est interdit. Donc la question que Tosfot soulève, c'est qu'une fois que tu m'as expliqué que la Braïta vient me dire, attention, il ne faut pas laisser, il faut pas faire une fermeture hermétique, il faut laisser les abeilles s'envoler parce que sinon il y aura Tseda. Mais c'est évident, on n'a pas besoin d'une Braïta pour nous dire que Tseda fait partie des malachot interdites. On le sait que Tseda c'est malachot interdit, qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire? Alors on pourrait répondre, mais non, la Braïta, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il doit laisser un espace pour qu'il y ait un espace suffisant pour être sûr que toutes les abeilles pourront s'en sortir, parce que sinon, ça sera interdit. C'est-à-dire, ça viendrait dire que le chidouche, c'est que d'avoir chez l'homme kavel assour. C'est ça que la Braïta veut nous dire, qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre possibilité que les abeilles se laissent attraper, parce que sinon, bien que ce soit aléatoire, et bien que ce soit sans kavana, ça sera assour quand même. Et dans ce cas-là, il y aurait un chidouche de dire que la Braïta va comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda nous donnerait son chidouche à lui. Alors Tosfot tout de suite continue en disant Ve'alom hashma mi Braïta de afalgav de nomit kaven assour. Et cela ne ressort pas du tout de la Braïta de dire que, sous-entendu que le chidouche, c'est que même s'il n'avait pas la kavana, ça serait interdit. C'est ce que je viens d'expliquer. Dire que le chidouche de la Braïta, c'est de dire que s'il n'y a pas de kavana et qu'il y a une possibilité d'attraper les abeilles, même si ce n'est pas une possibilité certaine, c'est quand même interdit, ça ne rentre pas dans les mots. Et pourquoi ça ne rentre pas dans les mots? Parce que la Braïta dit Uvilvat shelo yitkaven. Mashma, au contraire, que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de kavana. Et que dès lors qu'il n'y a pas de kavana, c'est permis. Même s'il ferme complètement. Même s'il ferme complètement, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, en tout cas, qu'elle soit capturée. Et c'est pas du tout mashma, c'est mashma au contraire que ça sera permis. Donc la question de Tosfot, c'est ça on ne peut pas le dire, et dès lors, il n'y a plus de chidouche. Voilà la question de Tosfot. Quel va être le chidouche de la Braïta? Réponse de Tosfot, Veyesh lomar. Veyesh lomar, da'amar beperek machilin. On peut répondre que l'on dit dans le chapitre intitulé Machilin, dans Betsa, encore une fois, de Kamash Malan, de Salkadatar, Bemino Nitzod Assour, She'en Bemino Nitzod Mutar. Donc c'est la Gemara dans Betsa elle-même, semble-t-il, qui pose la question et qui demande mais alors quel est le chidouche, et qui répond qu'on aurait pu croire que le Issour Tseda, donc dans les mots je traduis, Salkadatar, il t'aurait pu venir à l'esprit de dire Bemino Nitzod Assour, que si il s'agit d'une espèce qu'on a l'habitude de capturer, là il y a l'interdit de capture. Chez En Bemino Nitzod,
mais que si on a affaire à une espèce qu'on n'a pas l'habitude de capturer, moutar, que dans ce cas-là c'est permis. On aurait pu penser que dans la définition de la Melechet Seda, que quand est-ce que la Torah interdit de capturer un insecte, par exemple, c'est des insectes qu'on a l'habitude de capturer. Mais des insectes qu'on n'a pas l'habitude de capturer ne rentrent pas dans l'interdit de capture. Voilà ce qu'on aurait pu penser. Et là, la Braïta vient nous dire, ah non, 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 mais bien, parce que les abeilles, on ne capture pas les abeilles. Les abeilles, on les laisse libres d'habitude. Elles vont à la ruche, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas comme des puces savantes où des fois on les capture pour les former et faire ensuite un numéro. C'est pas le cas avec les abeilles. Donc ça s'appelle Endominon Itzod. Les abeilles font partie des espèces qu'on ne capture pas. Et on aurait donc pu croire que là, on n'a pas à se soucier de l'interdit de Tzeda. Et ça, c'est le chidouche de la Braïta. Voilà. Donc en fait, c'est la Gemara elle-même qui a répondu à la question. Donc le problème est parfaitement réglé. Dans ce cas-là, quand je suis chez moi, j'ouvre la fenêtre, je rentre, et moi j'ai besoin de fermer la fenêtre parce qu'il fait froid ou il fait chaud, je peux ou je dois laisser la fenêtre? Vous pouvez. Vous pouvez. Alors vous allez me demander pourquoi. Réponse, parce que c'est pas parce que vous avez fermé la fenêtre que pour autant la mouche est capturée. Parce qu'amusez-vous à la capturer une fois que vous êtes dans la pièce. Une fois que la fenêtre est fermée, elle ne peut pas sortir, mais vous ne l'avez toujours pas capturée. Elle est toujours. Si tu la fais rentrer dans une boîte d'allumettes, c'est la mieux. Voilà. Une boîte d'allumettes, une fois que vous la faites rentrer dans une boîte d'allumettes, là ça s'appelle capturer. Mais tant qu'elle est dans la pièce, elle n'est pas capturée. Parce qu'elle n'est pas à vos dispositions. Voilà donc la fin de ce module. Et donc voilà, la conclusion, elle est que Rabbi Yitzhak, une fois de plus, s'est sorti de la contradiction de la Braïta. Et que nous avons appris donc une Braïta qui nous apprend enfin pas qui nous apprend, mais dont l'auteur a été identifié comme étant Rabbi Yehuda. Alors c'est pas terminé. Alors maintenant il faut refaire un rappel de ce qu'on avait vu au début. Qui avait posé la question de cette Braïta à Rabbi Yitzhak? À l'époque, la semaine dernière, j'avais dit faites bien attention au nom. C'est la dernière ligne d'Aflem Gimel Amud Aleph. Amarle Ravukva Mimeishan, le Ravashi. En fait, c'était un dialogue entre Ravukva, originaire de la localité de Meishan, quelque part en Babylonie, qui s'adressait à son maître Ravashi. Il avait posé la question, c'est lui qui avait posé la question, non pas de la Braïta elle-même, mais quand on avait répondu qu'il y avait du miel dedans, il avait dit très bien. Ça, c'est bien pour l'été. Tainach bimotachama. Et en hiver, qu'est-ce qu'il va dire? C'était cette objection de l'été-l'hiver qui nous avait conduit à dire les deux pains, ce qu'il a pensé dessus, etc. C'était donc Ravukva qui avait posé la question. Et qui avait répondu qu'on parle des deux chalot, etc. Qui a répondu? Dans la Gemara. Deikadvash. Michael, l'onitzrecha, elle a le otan shtechalot. Qui a répondu l'onitzrecha, le otan shtechalot? Il n'y a pas de nom. Donc c'est le Mesader Hachas, c'est l'auteur anonyme de la Gemara qui a donné sa réponse. Et là maintenant, regardez, on revient à la Gemara, Ravashi Amar. Ravashi intervient et il va répondre de manière différente à la question de Ravukva Bar Meishan. Et donc on va se poser la question, mais qui a parlé en premier? Qui était celui qui a précédé Ravashi? On verra ça tout à l'heure. Déjà voyons qu'est-ce que Ravashi dit. Donc la première réponse avait consisté à dire, quand tu me dis qu'il n'y a pas de miel en hiver, si, il y a les deux pains de miel. Ravashi va répondre de manière beaucoup plus simple. Regardez ce qu'il va dire. Ravashi Amar, Mikatani bimot achama ou bimot akshami. Mais est-ce que la Braïta a dit ce que tu as compris de cette Braïta, à savoir que il va protéger la ruche en été du soleil, en hiver de la pluie? C'est ce que nous avions traduit nous. Mais pour que ce soit le sens obligatoire de la Braïta, il faudrait qu'il y ait écrit Yemot Achama, Yemot Akshamim, littéralement Yemot Achama, les jours de soleil, Yemot Akshamim, les jours de pluie. C'est comme ça que dans l'hébreu mishnaïque, on a l'habitude de désigner l'été et l'hiver. L'hiver, c'est Yemot Achama,
L'été, c'est Yemot HaChama, l'hiver, c'est Yemot HaGeshamim. Mais comment c'est écrit dans la Braïta? Dans la Braïta, il y avait écrit Porsim Machatzelet Agabe Kaveret Devorim Beshabbat, Bechama Mipnei Achama, Bekshami Mipnei Akshamim. Nous, on avait compris comme s'il y avait écrit Bimot. Bimot Achama, Bimot Akshamim. Mais il n'y a pas écrit Bimot, il y a écrit Bechama, Bekshamim. Qu'on peut comprendre. Alors regardons, revenons à la Gemara. Qu'est-ce que Ravashi dit? Donc Ravashi dit Mikatani Bimot Achama ou Bimot Akshamim. Est-ce que la Braïta parlait de jours d'été et de jours de soleil et de jours de pluie? Bechama Mipnei Achama, Bekshami Mipnei Akshamim Ketani. En fait, ce qui est écrit, c'est s'il y a du soleil, protégez du soleil. S'il y a de la pluie, protégez de la pluie. Mais en fait, ça se passe quand? Beyomé Nissan ou Beyomé Tishrei, au printemps et en automne. De Ika Chama, le Ika Tsina, on peut l'enlever, Veika Kshamim, Veika Dvash. Et donc, ça c'est pas du tout comme tu pensais qu'on est en train de parler de l'hiver, qui poserait effectivement problème. Mais non, quand est-ce qu'il y a du soleil? Ben ça peut être en plein Nissan, en printemps. Quand est-ce qu'il peut y avoir de la pluie? Ben ça peut être en mois de Tishri, comme ça a été le cas cette année, même en Eretz Israël. Il peut y avoir de la pluie. Et par conséquent, il y a du miel. Parce que le miel, on l'enlève seulement à partir du 21 décembre, parce qu'on arrive en plein hiver. Et donc, la question, elle tombe à l'eau complètement. Il y a du miel, le miel normal de la ruche. La Braïta ne parlait pas d'hiver, elle a dit elle parle d'une ruche qui fonctionne normalement au printemps et en automne. Ça veut dire qu'en en hiver, ben effectivement, on n'aura pas le droit pour Rabbi Yitzhak de faire. Et puis voilà. Et oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de entre la première réponse et la deuxième, il n'y a pas de différence à l'achik. C'est ça, parce que tout le monde sera d'accord que si Richev allait ça sera permis, et donc Richev sera sourd. Donc il n'y a pas d'implication à l'achik. Mais c'est juste que c'est deux interprétations, deux exégèses différentes de la Braïta. Et celle de Ravashi, elle a l'avantage de faire de l'enseignement de la Braïta un enseignement d'application courante, alors que le cas de la première explication, c'était un cas hyper rare, comme quoi les deux pains en question, il a décidé avant Shabbat de les utiliser pour son usage personnel, des choses qui arrivent jamais dans une vie d'apiculteur. C'était ça, donc c'était forcé un peu comme... bien que les cas limites, ça existe, l'étude des cas limites dans la Mishnah, la Braïta, on a l'habitude, mais quand on peut éviter de dire que c'est un cas limite et qu'on peut dire que c'est un cas courant, c'est encore mieux, c'est ce que dit Ravashi. Regardons Rashi. Ravashi Amar, Leolam de Ikadvash Tuva. Toujours encore, je vais t'expliquer dans cette Braïta qu'il y a beaucoup de miel. C'est pas les deux pains de miel, j'ai entendu que Ravashi va s'opposer à la réponse qui dit on parle des deux pains de miel hivernaux, mais non, c'est pas ça du tout. La ruche est pleine de miel. Ou de Kashelar Yemot Ageshamim. Quant à la question que tu as posée, oui, mais en hiver, attention, en hiver, il n'y a pas beaucoup de miel. Miketaniba Yemot Ageshamim. Mais est-ce qu'il est écrit dans la Braïta les jours de pluie, c'est-à-dire l'hiver? Il n'y a pas écrit les jours, il y a écrit Bekshamim par rapport à la pluie, quand il y a de la pluie, protégé de la pluie. Donc il est clair qu'entre les deux réponses, la deuxième est bien plus satisfaisante que la première. Et elle est beaucoup plus économique aussi sur le plan de la réflexion. Alors la seule question qui se pose, c'est comment ça s'articule. Alors qui a donné la première réponse? Alors regardons Tosfot là-dessus. Ravashi Amar, V'choulé. Donc Ravashi a dit etc. Donc c'est-à-dire que l'ensemble, le commentaire de Tosfot ne porte pas seulement sur les mots Ravashi, mais sur l'ensemble. Mistama, probablement, Ravashi et Shiv Miyad Ken le Ravukva. Probablement que Ravashi a immédiatement répondu ainsi, le Ravukva, que chez Sha'alo, lorsqu'il lui a posé la question.
Donc la question de Tosfot, c'est quoi? C'est comment on comprend comment se sont passées les choses? Puisque Rav Ukva de Meshan a posé la question à Ravashi. Donc, Ravashi lui répond maintenant. Ravashi, et puis maintenant Ravashi attend pour répondre. Quoi. Ça veut dire que Ravashi, il avait besoin de réfléchir, et tout d'un coup, Eureka, il a eu la réponse. C'est pas très mystère. Donc il y a toutes les chances, nous dit Tosfot, que dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que Ravashi, il a immédiatement répondu ce que nous maintenant on découvre. Alors pourquoi c'est pas écrit comme ça? Pourquoi c'est pas agencé comme ça dans la Gemara? Et là, chez Sider Hachas, Terut Shelo Techila. Mais c'est que celui qui a agencé la Gemara et qui, sous-entendu, avait sa propre réponse, a mis sa propre réponse en premier. Alors, dans le Tosfot Arosh, l'expression est un peu différente. Parce que là, l'expression de Tosfot laisse entendre que Ravashi n'est pas le Mesader Hachas, n'est-ce pas? Puisqu'il dit, Ravashi, il avait répondu en premier, mais celui qui est Mesader Hachas a mis sa réponse en premier, donc sa réponse et non pas celle de Ravashi. Donc ça veut dire que Ravashi n'est pas le Mesader Hachas. Ce qui est possible, parce que quand on dit que Ravashi est le Mesader Hachas, Ravashi est celui qui a entrepris l'œuvre de rédaction de l'ensemble de la Gemara. Mais on sait très bien qu'il l'a fait pas tout seul, c'était une œuvre qu'il a fait avec Ravina et ses élèves. Donc on peut imaginer que, bon, lui, il était le directeur de collection, mais il a laissé un peu certaine marge de manœuvre à ses collaborateurs. Et donc, c'est ça qu'on peut comprendre comme ça. C'est un peu comme on dirait Tanakama, c'est un collectif. C'est un collectif, oui, absolument. C'est une œuvre collective. Dans le Tosfot Arosh, c'est signalé chez moi dans les notes, je n'ai même pas besoin de le regarder, la formulation de Tosfot Arosh est un peu différente de celle de Tosfot. Et il dit Ela Ravashi Sider Techila Mashetirtsu Bene Yeshiva. Alors en fait, tout c'est Ravashi. Tout c'est Ravashi. Mais que Ravashi a voulu faire honneur. Alors lui, Ravashi, il a d'emblée donné cette réponse-là. Et puis ensuite, quand ça s'est passé au Beth Midrash, et donc après il y a les élèves qui sont intervenus, Bnei Yeshiva, et ils ont dit à Ravashi, on pourrait aussi répondre comme ça. Alors Ravashi leur dit, ouais, vous pouvez aussi répondre comme ça. C'est pas obligatoire de répondre comme ça. Moi j'ai plus simple que vous, mais votre réponse, halakhiquement parlant, elle est valable. À tel point qu'on va la mettre dans la Gemara, on va la retenir aussi, surtout qu'elle est intéressante parce qu'elle permet de rentrer dans les problématiques des deux chalotes et de l'hiver. Donc c'est utile de le consigner pour la postérité. Mais donc, en fait, c'est Ravashi qui l'a dit en premier, et ensuite, au niveau du Mesader Hachas, alors donc, il y a tout, mais là, donc dans Tosfot, c'est un peu différent. Dans Tosfot, c'est pas Ravashi lui-même, mais l'idée est toujours la même. C'est que Ravashi, il a répondu en premier. Les Bnei Yeshiva, par la suite, ont proposé leur propre réponse. Et le Mesader Hachas, que ce soit Ravashi ou ses élèves, ont décidé de mettre d'abord l'explication du Mesader Hachas et celle de Ravashi après. Et on peut d'ailleurs peut-être expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que Ravashi s'est mis à la fin? C'est pas pour faire honneur, à mon avis, au Bnei Yeshiva. C'est parce qu'une fois qu'on arrive à la réponse de Ravashi, on est échec et mat, là, après ça n'a plus de sens. Et Ravashi a le mot de la fin. On laisse le mot de la fin, Ravashi, c'est plutôt ça. Voilà, c'est plutôt à mon avis c'est pas par déférence vis-à-vis des Bnei Yeshiva, c'est parce que, c'était intéressant de mettre la réponse des Bnei Yeshiva, mais il fallait les mettre en premier parce que quand Ravashi arrive, on dit, ah ouais, c'est quand même Ravashi qui est bien meilleur. Le Ravashi Ama, c'est-à-dire qu'il est en désaccord. Oui, c'est un lachon. Par rapport aux élèves, par rapport à Ouva. Par rapport à qui? Par rapport à la vie de ses élèves, par rapport Il répond à Ouva. Ah non, quand on répond à quelqu'un, on n'est pas en désaccord avec lui. Donc si c'était par rapport
à Rav Ukva, il aurait écrit Amar Ravashi. Donc, Amarley, vous avez toujours Amarley. Donc, s'il a écrit Ravashi Amar, c'est parce que, formellement, Ravashi s'oppose à la réponse précédente. Alors, même s'il ne se pose pas dans le fond, parce qu'il peut l'accepter aussi, mais c'est une autre réponse. Donc, dans la Gemara, c'est toujours comme ça. Quand il y a une question, puis une réponse qui est donnée par A, et ensuite une réponse qui est donnée par B, la réponse qui est donnée par A, ça sera Amar Rabbi Atel. Bon, là, c'est anonyme, donc il n'y a personne. Et la deuxième, c'est Ravatel Amar. Toujours comme ça. Oui, donc on n'aurait pas pu mettre dans le présentation, on n'aurait pas pu mettre Ravashi d'abord et les là. Non, on n'aurait pas. Ou alors il aurait fallu changer. Oui, non, bah, c'est vrai que oui, on n'aurait pas pu le mettre, oui, parce que comme on ne veut pas mettre de nom, alors on est bloqué, parce que si on met une deuxième réponse, on croit que c'est Ravashi qui donne les deux, effectivement. Donc on n'avait pas le choix. Ce que vous dites, c'est pas mal, c'est-à-dire que de toute façon, dans la mesure où la première réponse, elle n'a pas de nom, on ne pouvait la mettre qu'en premier. Parce que si on dit Amar Ravashi, même si après on dit Veibai Teima, ben on croit que c'est Ravashi qui parle. Donc on n'a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, vous allez voir la suite de Tosfot, un peu dans ce sens. Rashba, Omer. Rashba, c'est le Rash de sens. Rabbi Shimshon ben Avraham, de sens. Lui, il dit de Shnehem Eshiv Ravashi, que les deux réponses, en fait, sont données par Ravashi. Qu'est-ce qui l'oblige à dire ça? Ben, toujours le fait qu'on ait un parallèle, on a une Gemara parallèle avec Betsa. Il faut aller voir ce qui se passe dans Betsa. De B'Masechet Betsa, dans le traité de Betsa, Garas, voilà comment on lit. Amarley, donc là il y a bien Amarley, directement, quand Rav Ukva Mimeshan lui a posé la question. Il y a Amarley, donc Amarley c'est Ravashi qui répond. L'onitzrecha ela lotan shte chalot. Donc la réponse, la première réponse de l'onitzrecha leotan shte chalot, elle est mise dans la bouche de Ravashi, Amarley, alors que chez nous c'était anonyme. Ou beshinu yadeacha. Et alors comment on introduit alors la deuxième réponse, celle qu'on a ici, et qui nous dit qu'il n'y a pas écrit Yomot Akshami, Veibai Teima, et elle est introduite par les mots, et si tu veux, je peux te répondre aussi. Mikatani Bimot Achama. Donc dans Betsa, on voit clairement que les deux réponses ont été données par Ravashi. Et donc il pense, lui, le Rashba, que les deux réponses sont données par Ravashi. Mais alors, dans ce cas-là, se pose la question, alors pourquoi chez nous, on n'a pas dit que la première, on la met pas dans la bouche de Ravashi? C'est curieux. C'est curieux. Pardon? Et le Roche, c'est les élèves, qu'est-ce qu'il fait de ça? Oui, c'est vrai. Et le Roche, qu'est-ce qu'il fait de Betsa? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ravashi et Miyad Ken. Miyad Ken. Shneem Eshiv Ravashi. Peut-être, c'est possible, mais c'est pas très bien, parce que ce sont deux auteurs contemporains, l'un de l'autre. Vous avez probablement les mêmes manuscrits. Alors peut-être ce qu'on peut proposer, donc la question pour le Rashba. D'abord, pour le Rashba, pourquoi, comment ça se fait que... C'est difficile, ça, on est d'accord. Pardon? C'est difficile parce qu'ils sont en désaccord avec eux-mêmes. Non, il dit... J'ai pas compris. Il a le droit de proposer deux thèses. On va d'après le Rashba. Donc le Rashba dit que les deux réponses ont été données comme par Ravashi. La question est pourquoi chez nous la première est dite de manière anonyme et la deuxième est dite en son nom. Alors en réalité, de toute façon, comme on sait que Ravashi est Messader Hachas,
Donc, même quand on dit que c'est anonyme, ça peut être lui. Donc, c'est pas contradictoire. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis une de façon anonyme et l'autre de façon à son nom? Là, on peut dire qu'il était lui-même convaincu que la deuxième était quand même plus forte que la première. Alors, il a voulu marquer cette distinction en mettant la première comme si c'était pas lui qui l'avait donnée, comme si c'était une réponse anonyme des Bnei Yeshiva. Et lui, il s'identifie à la deuxième. Voilà ce qu'on peut proposer. Et maintenant, maintenant vous avez posé la question comment, par contre, notre Tosfot, le Tosfot Arosh, il va s'arranger en disant que, alors que les deux là-bas, il y a écrit que c'est Ravashi à Marley. Oui, ça c'est déjà plus difficile. C'est déjà plus difficile. Comment se fait-il que dans la Gemara, alors quand il y a deux versions, là c'est difficile. Bon, mais c'est un petit détail. Donc on va passer maintenant à la suite de la Gemara. Vous l'avez dans la Gemara, Amar Louhu Rav Sheshet. Rav Sheshet leur a dit. À qui il a dit? À ceux qui rapportaient l'enseignement de Rabbi Yitzhak. On revient maintenant, comme on va le voir de la suite. Rav Sheshet leur a dit, Poukou, c'est-à-dire Poukou, ça vient de Nafik, sortez, c'est l'impératif de Nafak qui veut dire sortir. Sortez, ve'imroulé le Rabbi Yitzhak, et dites à Rabbi Yitzhak, Kevar tirgema Ravuna leshmater bebavel. Ravuna a déjà, alors Targema, comment on va traduire ça? On va dire pour l'instant, on va dire rapporter. Ravuna a déjà rapporté leshmater, ton enseignement, bebavel à Bavel. C'est-à-dire que Rav Sheshet était en train de nous dire que l'enseignement de Rabbi Yitzhak était en Eretz Israël, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, Rabbi. Et bien qu'en fait, les Babyloniens ont reçu le même enseignement de la bouche de Ravuna. Ravuna n'est pas n'importe qui, c'est le Talmid Mouvak de Rav. Et donc si Ravuna pense comme Rabbi Yitzhak, ça apporte un énorme appui à la chita de Rabbi Yitzhak. Et donc ça laisserait entendre que la halakha devrait être comme cela. Maintenant, on est un peu étonné du mot tirgema, que j'ai traduit par rapporter. C'est quoi un targoum? Targoum traduit, c'est traduction, mais il n'a pas traduit, puisque les deux sont formulés en hébreu. Donc, on va voir que c'est. Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est enseigné, mais dans un autre cas, sous une autre forme. Alors peut-être on peut dire il a transcrit ton enseignement, mais sous une forme différente, parce que il l'a appliqué à un autre cas. Mais en fait, c'est la même chose. Il a transposé ton enseignement. Ou alors on pourrait dire simplement aussi que le meturgoman, vous savez qu'à l'époque, dans la manière de faire les cours, on n'avait pas de micro à l'époque, et donc, mais l'enseignant, le Rav, ne voulait pas, on avait l'habitude d'épargner sa voix, parce qu'il y avait un amphithéâtre devant lui, et donc c'était difficile de parler à haute voix pendant longtemps, et donc pour épargner au Rav cette tâche, il y avait toujours un meturgoman, c'est-à-dire que lui, il chuchotait à l'oreille du porte-parole, au sens propre, et puis il y avait un monsieur qui avait des coffres, et c'est lui qui, mot à mot, reproduisait les paroles qu'il venait d'entendre du maître. Et ça, on appelait ça le meturgoman. Donc meturgoman, c'est pas seulement le traducteur qui traduit, c'est aussi celui qui porte la parole. Alors peut-être qu'ici, on peut comprendre aussi, donc il a rapporté, il a transféré ton enseignement, il a été ton porte-parole. Voilà comment on peut expliquer. Mais je m'étends à dessein sur ce tirgema, parce que nous verrons plus tard qu'on peut lui donner une dimension inattendue. C'est quoi ce coup?
comme s'il aurait dû savoir. Alors, Ah non, c'est pas du tout méchant. Non, non, c'est pas du tout méchant. Moi j'aurais dit c'est emphatique. Sortez, c'est une grande nouvelle. Partez. Allez lui dire qu'il n'est pas tout seul. Il a du renfort. Mais ça n'a rien de péjoratif. C'est comme quand on dit c'est ou mal, c'est pas pareil. Oui, peut-être. Tseoulmad, Tashma. Ouais, c'est peut-être une manière de parler aussi. Voilà, on va marquer une petite pause.